Salut tout le monde, aujourd'hui on va traiter le sujet de la douleur et sa prise en charge. Donc tout d'abord on va commencer par une définition de la douleur. Alors c'est une définition tirée de l'Association internationale pour l'étude de la douleur. Donc c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Du coup, chaque mot est important à ce niveau. Donc, une expérience, donc du coup, c'est un vécu sensoriel, donc du coup, par le sens, émotionnel aussi, donc du coup, cette sensation, les émotions qui rentrent en compte. Bon, désagréable, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, associé à une lésion d'un tissu, c'est réel. Alors, quand on se coupe, quand on se donne un coup, là, c'est réel. Ou potentiel, donc du coup, il y a l'appréhension de la douleur éventuellement ou en tout cas décrite en ces termes. Donc du coup, c'est la sensation euh, qui est décrite comme telle en fait. C'est par exemple une personne qui a une douleur neuropathique va pas forcément avoir de lésion visuelle en tout cas, mais il va exprimer un ressenti d'une réelle lésion. Voilà. Ensuite, la douleur est donc avant tout une expérience personnelle, influencée largement par les facteurs biologiques, comme le sexe ou l'âge. Alors ça va vous faire... en tant qu'homme, j'ai souvent entendu dire que nous, les hommes, dès qu'on a un pet de travers, il faut que le monde entier le sache, que nous sommes très sensibles, très douillés, et que vu que nous n'avons pas accouché, on ne peut pas savoir ce qu'est une réelle douleur. Donc voilà. Bon, c'est ça c'est l'influence du coup par rapport au sexe, par rapport à l'âge. Un enfant en général gère moins la douleur qu'une personne adulte. Et après, en fonction aussi des personnalités, des caractères de chacun, la douleur va être plus ou moins importante. Enfin, en tout cas, ressentie différemment. Les facteurs psychologiques, donc une personne déprimée va avoir une tolérance à la douleur moins importante, et les facteurs sociaux aussi. En général, un ouvrier ou une personne qui a un métier physique va être un petit peu moins sensible à la douleur qu'une personne qui va être moins exposée, on va dire. Voilà. Chaque individu apprendra ainsi le concept de douleur à travers ses propres expériences, donc du coup le vécu de la douleur, dans un environnement socio-culturel spécifique. Alors, il existe plusieurs dimensions de la douleur. Donc, du coup, il y a la dimension physique, c'est réellement le corps concrètement. Donc, ça concerne les douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques. Alors ça, je vais les évoquer après. Donc, c'est vraiment les douleurs corporelles. Il y a les douleurs psychologiques, la dimension psychologique, pardon, la dimension sociale en fonction de la classe sociale, des origines aussi, la dimension spirituelle. Alors, c'est pas forcément que d'ordre religieux, c'est aussi tout ce qui est philosophique, un petit peu, l'intellectualisation aussi de la douleur. Alors, on va d'abord parler des douleurs nociceptives. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une douleur qui est déclenchée par une agression de l'organisme. Quand on est face à un traumatisme, c'est-à-dire un choc, ça peut être une coupure, un torse, peu importe, une fracture, ou quand il y a un phénomène inflammatoire, un abcès dentaire, un appendicite, une conjonctivite, une arthrose, il va y avoir des récepteurs en fait au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, au niveau des muscles, articulations, des os, les viscères. En fait, ces récepteurs sensibles à la douleur vont être stimulés et en fait déclencher le message douloureux. Concrètement, il donne l'alerte quand il se retrouve face à une situation nocive pour l'organisme. Question tout bête. Exemple tout bête, quand on va mettre la main sur le fer à repasser qui est bien chaud, heureusement que les récepteurs de la sensibilité sont là pour nous faire retirer la main rapido, parce que du coup il y a le message de la douleur qui va apparaître, et ce message de la douleur, et là aussi cette douleur résiduelle va être là pour nous faire rappeler et apprendre que il ne faut pas le faire, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais parler des douleurs neuropathiques. Alors, c'est la conséquence directe d'une lésion ou d'une maladie touchant le système nerveux. Alors, on va différencier le système nerveux périphérique.
et le système nerveux central. Niveau système nerveux central, c'est le cerveau, c'est la moelle épinière qui descend. Ensuite, le système nerveux périphérique, c'est alors voilà, le cerveau, la moelle épinière qui descend, et là en fait de chaque côté, il va y avoir les racines des nerfs et qui vont se séparer en plusieurs nerfs. Donc le système nerveux périphérique, donc ce sont les nerfs et les racines des nerfs qui sortent en fait de la colonne vertébrale. Donc les douleurs neuropathiques au niveau périphérique, ça va être lors d'une compression par exemple d'une racine. C'est l'exemple d'une hernie discale. Donc ça, l'hernie en fait, il va y avoir un petit noyau qui va comprimer la racine et entraîner des douleurs à type de sciatique. Voilà, ou lombalgie, ça dépend un petit peu quel nerf a été stimulé, on va dire comprimé. Une personne qui a été amputée va avoir aussi des douleurs. Alors là, c'est plutôt lié au nerf qui a été sectionné avec l'amputation. Alors, pour vous expliquer, une personne qui a été amputée au niveau de la cuisse. Les nerfs, en fait, sont assez longs et le nerf qui va innerver une partie du pied, en fait, il prend sa racine au niveau du rachis également. Donc, il est très long. Donc, quand au niveau de la cuisse, il y a une amputation, le chirurgien ne retire pas tout le nerf, c'est pas possible. Donc, il va y avoir le nerf qui va être sectionné. Et quand il est sectionné, il peut être stimulé quand même malgré tout au niveau de la section. Donc, la personne va ressentir une stimulation d'un membre qui n'apparaît plus en fait parce que ce nerf normalement il innerve le pied et vu qu'il est stimulé donc du coup au niveau cérébral on a l'impression qu'il y a encore en fait ce pied qui fait mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle les douleurs fantômes, les douleurs du membre fantôme. Alors je sais pas si j'ai été clair, hein, on en reparlera si besoin. Donc du coup voilà, quand un nerf est sectionné, il peut entraîner des douleurs à ce niveau. Au niveau du système nerveux central, donc comme je disais, c'était au niveau du cerveau. Alors ça arrive souvent chez les personnes qui ont eu des AVC. Il y a une partie du cerveau qui a été lésée, qui n'a plus eu d'oxygène, on va dire, parce que la circulation artérielle a été coupée. Donc il va y avoir des zones qui peuvent avoir peut-être pas nécrosé, mais en tout cas ont été privées d'une nécrosée, hein, qui sont mortes en fait, et donc ça peut entraîner des douleurs importantes. Au niveau des cancers, il peut y avoir des cancers au niveau cérébral, il peut y avoir aussi des métastases cérébrales. Pareil, ça peut entraîner des douleurs à ce niveau, et ça peut entraîner des douleurs du coup en fonction de, pas forcément la tête, mais aussi sur les membres, parce que du coup, ça peut être une partie, pareil, qui va innerver, enfin, qui va être à la sensibilité d'un membre. Au niveau du système nerveux central toujours, la moelle épinière, quand elle est sectionnée ou quand il y a une lésion suite à un accident, on entend souvent les personnes qui ont eu des paraplégies suite à un accident, ou le coup du lapin, ça peut être des personnes qui deviennent tétraplégiques, ils peuvent avoir des douleurs aussi sur les membres. Voilà. Alors les douleurs neuropathiques se traduisent le plus souvent par des fourmillements, des sensations de brûlure, de gonflement, d'écrasement même, de picotement ou de décharge électrique. Alors imaginez quand on se donne un coup dans le coude, en général on a le jus dans tout le bras. Là en fait c'est clairement une douleur neuropathique parce que c'est le nerf qui a été percuté. Voilà, ça juste pour donner un petit peu comprendre un petit peu la sensation que ça peut donner. Donc ce sont généralement souvent des douleurs difficiles à traiter, à soulager. Alors je ne vais pas aborder réellement sur ce cours, cette formation, les traitements de la douleur, parce que oui, ça vous incombe pas forcément, vous, que ce soit AS, AMP ou AES, c'est plutôt du rôle infirmier ou du médical, bien sûr. Donc voilà, juste deux mots quand même pour dire que ce sont des douleurs, bien souvent, c'est des gens qui vont être mis sous antidépresseurs ou antiépileptiques alors qu'ils n'ont pas forcément de sorte de dépression ou de troubles d'épilepsie, mais c'est juste que en fait le but est de bloquer en fait
la montée de l'influx nerveux vers le cerveau. Donc du coup, ça va limiter en tout cas à ce niveau. Voilà, donc c'est pour ça que ces traitements vont être mis en place et ça peut être intéressant quand les gens savent qu'ils ont des traitements antidépresseurs, de leur dire que c'est peut-être pas forcément que par rapport, enfin pas que, c'est peut-être pas forcément lié à une dépression, mais plutôt lié à la douleur. Voilà, c'était juste un petit aparté. Alors après, ces douleurs peuvent évoluer aussi et persister malgré la guérison d'une lésion nerveuse. Alors ça, c'est l'exemple du zona. En fait, le zona, à la base, c'est un virus, c'est la varicelle, et qui n'est présent qu'en début d'infection, en fait. Mais le problème, c'est que les nerfs qui ont été atteints par ce zona, mais la douleur va rester sur place. Et donc, du coup, ça peut durer des mois, voire des années. Donc, les personnes qui ont eu le zona, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà vécu, en tout cas dans votre entourage. Ce sont des douleurs très très fortes, très difficiles à traiter. Donc, du coup, voilà, ça fait partie aussi des douleurs, ce qu'on appelle neuropathiques. Les douleurs psychogènes, maintenant, c'est en gros quand ce n'est pas ni nociceptif ni neurogène. C'est lié à des troubles psychiques qui provoquent une sensation douloureuse en l'absence de toute lésion dans l'organe. En fait, c'est des gens qui vont se plaindre de douleur, alors qu'en fait, réellement, que ce soit au niveau du nociceptif, donc du coup des récepteurs de la douleur, ou au niveau des nerfs, en fait, il n'y a aucune lésion réelle. Donc, en fait, ça va être une sensation douloureuse réellement. Voilà. Mais il n'empêche que ça peut être vraiment douloureux et ça peut aussi être accompagné de réelles douleurs. Bien souvent, c'est associé en cas d'anxiété ou de dépression. Mais imaginez une personne anxieuse qui va hyperventiler, qui va être un petit peu agitée, qui va du coup avoir du mal à respirer. Donc, elle peut ressentir du coup une sensation d'étouffement. À force, elle peut avoir des douleurs intercostales parce que du coup, à force d'halter, ça peut être un petit peu oppressif. Donc, réellement, elle va avoir de réelles douleurs, mais associées du coup plutôt à de l'anxiété. Au niveau dépressif, c'est pareil. Ça peut être des personnes qui vont avoir un ressenti de la douleur plus important qu'une personne qui n'est pas dépressive. Donc du coup, l'intensité peut être plus forte chez ces personnes. Et ça va être aussi des gens qui risquent de somatiser davantage, donc des douleurs de dos, qui vont avoir des douleurs musculaires diffuses ou des maux de tête. Alors, les douleurs associées aux soins. Parce que malgré tout, même si on essaie de faire au mieux, nous soignants, on peut faire mal aux gens. Donc les douleurs associées aux soins, c'est une douleur qui est provoquée par un soin, que ce soit la toilette, la mobilisation ou même la réfection d'un pansement. Alors que normalement, mais quand en dehors du soin, la personne n'est pas douloureuse du tout. Alors, c'est souvent mal vécu par le soignant, parce qu'en fait, réellement, c'est lui qui crée cette douleur. En tout cas, avant qu'il travaille, avant qu'il fasse ce soin, la personne n'est pas douloureuse. Donc, du coup, c'est vraiment nous qui avons fait mal. Bon, c'est toujours un peu délicat. Voilà. Donc, pour nous, en tant que soignants, quand on est confronté à ça, parce que bon, voilà, ça arrivera forcément à un moment ou l'autre, il faut déjà en amont bien évaluer la situation et anticiper déjà ce qui peut faire mal à la personne. Alors bien souvent, on connaît les personnes, donc des fois, on peut se douter de ce qui va faire mal. Une personne qui est tout à fait rétractée dans son lit, c'est sûr que si on va lui étirer de force le membre, ça va lui créer des douleurs. Donc du coup, voilà. Après, ça part toujours d'un bon sentiment parce qu'il faut faire une toilette intime par exemple. Donc du coup, on va écarter un petit peu de force les jambes, mais ça peut créer des douleurs. Donc du coup, voilà, il faut connaître la personne et du coup, il faut essayer de voir, mettre en place des actions qui vont limiter ces douleurs, voir si on peut même les faire disparaître. C'est pas toujours possible. Il faut pouvoir réévaluer et transmettre en fait les bonnes pratiques à l'équipe si on a trouvé une bonne astuce, une bonne solution, mais surtout diffuser l'information à l'équipe afin que la personne soit prise en charge de façon plus confortable pour les soins. Il ne faut surtout pas banaliser les douleurs en disant ben, c'est comme ça, on n'a pas le choix, voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà,
toute plainte douloureuse doit être écoutée en tout cas. En tout cas, la personne doit sentir qu'on l'écoute. Voilà. Et il faut aussi savoir se remettre en question. Ça, c'est pas, tout le monde peut être confronté à ça et savoir remettre aussi ses pratiques en question. Toute idée est bonne à prendre et le but est vraiment que les soins se fassent dans le plus de confort possible. Donc, ne pas rompre la communication avec le patient, vraiment qu'il se sente écouté. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que une situation douloureuse pour un soin, mais ça va être une source de refus de soins. Les personnes ne vont pas vouloir faire la toilette, ils ne vont pas vouloir faire les soins parce que ils savent très bien que ça va pas leur faire mal. Ça peut être des moments redoutés par les personnes. Donc du coup, il va y avoir un moment un peu compliqué à gérer, aussi à négocier, ou voilà. C'est toujours un peu délicat. Ça peut être intéressant de voir si les personnes ont un traitement antalgique avant, pour que les personnes prennent des médicaments avant les soins. Ça peut être une solution intéressante. Il y a des médicaments, dans des situations, il y a des gens qui ont des médicaments à prendre, je pense de la morphine, des fois avant les soins. Ça peut être envisageable, ou ne serait-ce que prendre du dafalgan un petit peu avant les soins. Voilà. Alors, dans la prise en charge de la douleur, le soignant a un rôle central. C'est pas tout de donner des médicaments, il faut aussi pouvoir recueillir l'information, la plainte douloureuse. Donc du coup, en fait, le soignant, parce qu'il connaît la personne, et par la relation de confiance qu'il va avoir établie avec lui, cette personne, va pouvoir en fait du coup récupérer l'information. Donc du coup, il l'écoute. Alors, bien souvent, on peut être confronté aussi à des personnes qui nous disent non, non, j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Nous, notre rôle, réellement en tant que soignant, c'est non, ne pas banaliser et surtout de laisser le temps à la personne euh, d'échanger et de nous donner cette information. Parce que du coup, quand une personne est douloureuse, on peut souvent avoir des médicaments contre la douleur. C'est quand même dommage de passer à côté parce que on n'est pas forcément en tant que soignant disponible, ou en tout cas c'est que la personne qu'on prend en charge a l'impression qu'on n'est pas disponible. Donc du coup, en fait, il faut pouvoir prendre le temps et montrer qu'on peut écouter cette plainte douloureuse. Donc du coup, le soignant écoute, il repère, alors parce que des fois les personnes ne peuvent pas l'exprimer, donc du coup on va voir tout à l'heure qu'il existe des moyens d'évaluer la douleur aussi. On anticipe la douleur, comme je disais, par rapport aux douleurs associées aux soins. Il transmet la douleur, parce que c'est pas le tout de pouvoir récupérer l'info, il faut pouvoir la transmettre, que ce soit à l'infirmier, à la famille, à l'infirmier ou au médecin. Alors bien souvent, vous transmettrez l'information au médecin ou à la famille, à l'infirmier ou à la famille, et elle sera transmise au médecin. Je parle de la famille par rapport au domicile. On traite, alors peut-être pas forcément vous, mais vous pouvez être amené à donner les médicaments, donc du coup au final le traitement contre la douleur. On réévalue, alors ça c'est plutôt du rôle de l'infirmier, mais de toute façon, vu que vous êtes au chevet de la personne, c'est pareil, vous allez nous dire si la personne est toujours douloureuse après le traitement. Et surtout, surtout, il faut rassurer la personne, il faut rester en contact. Ça, c'est ça, le rôle le plus important du soignant, c'est d'être vraiment en contact avec la personne douloureuse ou le patient de façon générale, hein, et vraiment de garder cette relation de confiance. Donc du coup, oui, j'ai juste envie de vous dire merci, hein, de nous dire merci, parce que avec tout ça, on peut dire quand même qu'on est des petits super-héros. Alors, afin de bien prendre en charge la douleur d'une personne, le tout est d'abord de bien réussir à évaluer la douleur. C'est pas toujours évident. Alors, il faut pouvoir trouver l'échelle adaptée à la personne, que ce soit le VA. Alors, on parle souvent de VA, mais c'est souvent le N qu'on fait. Alors, le VA, c'est la fameuse réglette, je ne sais pas si vous voyez, où du coup il y a des chiffres de 0 à 10, et avec une petite réglette que la personne en fait va mettre, va déplacer, et pour signifier un petit peu la douleur qu'elle ressent. Alors, bien souvent on parle de VA, alors qu'en réellement c'est l'échelle numérique, le N qu'on fait. C'est quand on pose la question à la personne,
quelle est la note de sa douleur de 0 à 10. Là, on n'a pas de réglette, donc du coup, on le fait comme ça. Et la personne va dire j'ai 5 sur 10 par exemple, voilà. Donc ça, c'est l'échelle numérique, hein. Il existe aussi d'autres échelles, par exemple l'Algo Plus ou autre. Le tout est quand on a trouvé une bonne échelle adaptée à une personne. J'ai pas dit, mais aussi l'échelle verbale simple, l'EVS, c'est être des mots simples en fait, hein. Il n'y a pas de douleur, il y a une douleur faible, une douleur modérée, une douleur intense et extrêmement intense. Après, on adapte les mots à la personne, hein. Voilà, on peut dire forte ou très très forte, peu importe. Le but est quand on trouve une échelle adaptée à une personne, il faut que tout le monde utilise la même échelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien de concordance entre une échelle, une EN et une EVS, par exemple. On peut pas dire que le VS et le N n'ont pas de lien, en fait. Voilà, on peut pas comparer un 5 sur 10 à une douleur moyenne. C'est voilà, c'est pas tout à fait pareil. Donc du coup, le mieux, c'est que vraiment chacun utilise la même échelle. Pardon, je me répète. Aussi important, parce que moi je l'ai vu, je l'ai fait en début de carrière, voilà, c'est pas bien, je vais me faire taper sur les doigts. En fait, quand une personne dit j'ai 7 sur 10 à l'échelle numérique et qu'elle nous paraît pas douloureuse, c'est pas à nous de dire ouais ça va, on va pas mettre 7, on va mettre 3 sur 10, c'est bon quoi, la personne n'est pas douloureuse. C'est pas à nous, soignants, de faire ça. Parce qu'en fait, le chiffre, bon, certes, est important. Ce qui est important aussi, c'est la variation du chiffre. Une personne qui dit tout le temps elle a 7 sur 10, peut-être que d'une part, l'échelle n'est peut-être pas adaptée, surtout si on voit qu'elle est souriante, qu'elle ne semble pas douloureuse. Peut-être qu'il faudra passer sur une échelle EVS, par exemple. Ou voilà, donc du coup, tous les jours, elle nous dit qu'elle a 7 sur 10, mais que le lendemain, en fait, elle me dit qu'elle a 8. Ah, peut-être que du coup, ce jour-là, la douleur est plus forte. Donc du coup, il y aura peut-être quelque chose à faire à ce niveau. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le chiffre, c'est vraiment la variation du chiffre. Donc voilà. Donc, oui, en plus, l'évaluation de la douleur, c'est quand même assez subjectif. Donc, une douleur qui est à 5 pour une personne ne sera pas forcément la même que pour une autre. Il y a des gens qui vont ressentir une douleur à 5, mais pour les mêmes douleurs, d'autres personnes qui vont le ressentir à 3 ou à 7. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment important de mettre la douleur ressentie par le patient. Il faut pouvoir tracer après dans le dossier cette douleur, c'est important de pouvoir le tracer et transmettre à l'infirmier ou au médecin. Et comme je marque aussi, il faut le transmettre aux familles si les personnes sont douloureuses, parce que du coup à domicile, je parle pour le domicile, c'est souvent les familles qui font le lien avec le médecin. Alors, des fois, ça peut être aussi que la personne est douloureuse parce qu'elle n'a pas pris son traitement. Donc, le but est d'essayer de voir si, d'une part, la personne a un traitement contre la douleur, ne serait-ce qu'au moins du paracétamol, et savoir si ça a été pris. Parce que bon, c'est vrai que ça sert à rien d'alerter un médecin si la personne n'a pas pris son traitement antalgique alors qu'il est prescrit. Donc, du coup, ça peut être intéressant de se renseigner. Après, s'il n'y a rien qui est mis en place et que la personne est douloureuse, donc du coup on va mettre les traitements. Et il y a aussi des traitements non médicamenteux. Donc on verra tout à l'heure. Alors, pour bien évaluer la douleur, on utilise ce qu'on appelle le TILT. Enfin, c'est un acronyme TILT, hein. Le T, c'est pour type, après c'est intensité, localisation et le temps. Ça nous permet en fait de faire un petit peu le tour sur la douleur. Donc le type, c'est le type de douleur, évaluer, savoir si c'est une douleur nociceptive, neuropathique ou psychogène. I, c'est l'intensité, donc c'est les différentes échelles qu'on va mettre en place. Donc le VA, donc l'échelle visuelle analogique, l'échelle numérique EN, l'échelle verbale simple, le VS, ou Algo Plus, entre autres. Il existe tout plein d'autres échelles. Donc ça, c'est l'intensité de la douleur. La localisation, c'est savoir où la personne a mal et vers où, savoir s'il y a des douleurs projetées ou des irradiations de la douleur. Ensuite, le temps, savoir si ce sont des douleurs de durée courte ou longue, ou chronique, du coup. Savoir aussi à quel moment de la journée.
si c'est le matin, si c'est la nuit, si c'est lors des soins, des mobilisations. Alors, dans la pratique, évaluer une douleur, c'est toujours un peu compliqué. D'une part, parce que la douleur est souvent complexe, parce qu'il y a plusieurs dimensions, comme je le disais tout à l'heure, et puis ça prend du temps de pouvoir se poser, comprendre, évaluer et euh, faire en fait l'interrogatoire auprès de la personne. Ça prend toujours du temps et le temps, on est toujours en train de courir après, donc c'est pas toujours évident. En plus, pour peu qu'on soit avec une personne qui a des troubles cognitifs ou autres, ça va être encore plus compliqué. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer après un document qui, je trouve, est super bien fait. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais enfin si, quand même, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. En fait, j'ai mis beaucoup d'informations de façon, enfin, ça va nous permettre de décrire de façon assez simple, mais plutôt assez complète, la douleur d'une personne. Ça permet de pouvoir mieux la décrire et de transmettre une information assez fiable au médecin qui va pouvoir ainsi adapter le traitement si besoin. Alors voici le document, j'espère que vous avez de bons yeux. Bon, pour ceux qui n'ont pas de bons yeux, je vais reprendre point par point. Donc tout d'abord le type, le T du tilt. Donc c'est savoir comment la personne a mal, en fait, savoir reconnaître, enfin ça va permettre de savoir quel est le type de douleur, si c'est une douleur neuropathique, une douleur nociceptive ou autre. Donc vous, votre but n'est pas d'analyser, hein, savoir si c'est une douleur neuropathique ou autre, ça va être vraiment de tracer les mots qui ont été utilisés par la personne. Rien que ça va nous donner des indications. Si la personne dit que c'est une douleur qui tire, qui pique, qui lance, ça peut être des douleurs plutôt nociceptives. Si c'est des douleurs qui pèsent, qui tordent ou autres, ça peut être nociceptif, mais plutôt digestif. Si c'est une douleur qui dit que ça donne comme un coup de poignard pris en étau, ça peut être des douleurs plutôt d'ordre d'angor, une douleur d'infarctus. Voilà, ça peut être aussi des angoisses. Vous savez, la personne qui dit, voilà, j'ai quand même un nœud au ventre. Voilà, ça peut être ça. Une douleur quand elle dit que ça brûle, ça fait froid, ça fourmille, ça donne comme un coup d'électricité. Voilà, c'est plutôt sur des douleurs neuropathiques. Donc réellement, les mots vont avoir toute leur importance à ce niveau. J'en ai mis quelques-uns, la liste est loin d'être exhaustive, hein, donc n'hésitez pas à rajouter des mots donnés par le patient. Le but est que ce soit vraiment fidèle à ce que la personne va vous dire. Ouais. Alors ensuite, il y a l'intensité. Alors, je vous laisse regarder un petit peu. Là, j'y ai mis toutes les échelles de la douleur qu'on utilise le plus souvent. Ça va être l'échelle numérique. Alors, j'ai mis du coup la phrase, c'est pour ce document, en fait, le but, c'est ce qu'on est tous à disposition pour pouvoir évaluer au quotidien ou quand le besoin est la douleur d'une personne. Donc, pour que ce soit le plus simple pour les personnes qui ne sont pas habituées à gérer ces échelles, j'ai mis en fait des phrases types à donner aux patients pour pouvoir exposer cette échelle, leur présenter. Donc, l'échelle numérique, la EN, typiquement la phrase qu'on peut donner à la personne, c'est: pouvez-vous donner une note de 0 à 10 pour situer le niveau de votre douleur? 0 correspond à pas de douleur et 10 correspond à la douleur maximale imaginable. Alors après, pareil, on adapte aux mots et la compréhension de chacun, mais il faut vraiment mettre, quand on l'exprime, quand on expose cette échelle, mettre le 0 et le 10 et expliquer réellement à quoi ça correspond. Comme ça permet de pouvoir se situer par rapport à ces deux extrémités. L'échelle verbale simple, le VS. Donc, tout simplement, ce sont des mots. Donc, on va demander à la personne si la douleur est, là par contre, on va les citer: absente, faible, modérée, intense, extrêmement intense. Pareil, on peut dire pas de douleur, douleur faible, une douleur moyenne, une douleur forte, une douleur très très forte. Le but est de nous adapter à la personne face à laquelle on est confronté. L'Algo Plus, c'est une échelle d'hétéroévaluation.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la personne qui va donner l'évaluation de sa douleur, c'est plutôt le soignant qui va pouvoir évaluer la douleur de la personne face aux gestes, aux mimiques, en tout cas aux expressions corporelles de la douleur. Donc, sur le visage, froncement des sourcils, les grimaces, crispation de la mâchoire, enfin, crispation tout court, le regard, suppliant, lointain, les yeux fermés, les plaintes, les gémissements aussi, le corps en retrait, ou au contraire, hop, on se protège un petit peu le corps, on met la main devant pour pouvoir se protéger. Voilà, le comportement aussi, si c'est une personne qui est agitée, agressif, par rapport à d'habitude. Donc je pense bien que si c'est une personne qui est toujours agressive, peut-être que voilà, il faut relativiser un petit peu. Mais après, peut-être qu'elle est aussi agressive parce qu'elle est douloureuse aussi. Donc du coup, faut essayer de voir. Alors je ne l'ai pas marqué. Pour l'Algo Plus, chaque case qu'on va cocher correspond à un point. Et au final, on fait la note sur 5 points. Alors, comme je disais, les deux premières échelles, le N et le VS, sont vraiment des échelles d'auto-évaluation. C'est la personne qui évalue elle-même sa douleur, d'où l'importance d'être sûr que la personne ait bien compris comment utiliser ces échelles. Alors, le VS c'est plus simple, mais le N des fois voilà, on va se retrouver confronté à des personnes qui disent ah je sais pas, vous me mettez avec vos chiffres. Si on est confronté à cette situation, on bascule de suite à l'EVS. C'est en général plus facile à comprendre et plus adapté bien souvent sur les personnes qui vont avoir quelques troubles cognitifs débutants ou voilà, ça va être intéressant. Comme je disais, c'est une évaluation très subjective et il ne faut pas s'attendre à ce qu'une EN à 5 soit la même pour tout le monde. Voilà, c'est la représentation personnelle de la douleur. L'Algo Plus, c'est donc une échelle d'hétéro-évaluation. Comme je disais, c'est le soignant qui va faire cette évaluation. Voilà. Alors, l'Algo Plus peut être intéressante par contre pour relativiser une EN ou une EVS élevée. Une personne qui va dire j'ai 8 sur 10 de douleur ou 10 sur 10, mais à côté de ça, elle est toute souriante et elle n'a pas de signe extérieur de douleur. Donc dans le dossier, on va marquer 8 sur 10 comme elle nous a dit, mais du coup, à côté de ça, on peut faire une Elgo plus, et donc du coup, on va dire que sur les différents critères que je vous ai montrés tout à l'heure, mis à part la plainte orale, parce que voilà, sinon en fait il n'y a pas du tout de signe de douleur. Donc du coup, peut-être que ça va être une EN à 8 sur 10, mais une Elgo plus à 1 sur 5, peut-être. Ça permet des fois de relativiser. La localisation, mais c'est important de savoir où la personne a mal. Par contre, il faut faire attention, se garder en mémoire qu'une personne peut avoir mal à un endroit, mais ce n'est peut-être pas forcément l'endroit où la lésion va avoir lieu. Comme je disais, une douleur sciatique, tout à l'heure, on peut avoir mal à la jambe ou au mollet, mais en fait, c'est une lésion que nous avons au niveau du rachis. Donc du coup, la colonne vertébrale, c'est la compression du nerf. Une douleur dans l'épaule et le bras gauche, la mâchoire aussi, côté gauche, peut être aussi le signe d'un infarctus du myocarde, donc la fameuse crise cardiaque. Voilà, donc il faut important de pouvoir dire où elle a mal et si on a aussi l'irradiation, c'est-à-dire qu'en fait la personne va dire j'ai mal de la fesse jusqu'au bout du pied, donc du coup c'est important de dire ça, de le tracer dans le dossier, en tout cas sur cette feuille. Voilà, donc cette petite image, c'est pour vous montrer qu'en fait, réellement, les douleurs viscérales donnent des douleurs en fait au niveau local, vraiment loin de l'organe des fois. Voilà, donc juste, vous pourrez mettre sur pause et puis regarder un petit peu. Ça peut du coup expliquer l'importance de bien tracer la localisation, mais surtout les douleurs projetées et les douleurs donc du coup de tracer, de marquer où la personne a mal et de façon assez précise, ça peut être intéressant. Alors maintenant, nous sommes au temps, toujours dans le tilt. Donc le temps, c'est savoir quand la personne a mal. Ça permet d'identifier l'élément déclencheur de la douleur.
Par exemple, lors des mobilisations, c'est une douleur qui va être déclenchée lors des mouvements, lors du soin par exemple. Ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être des douleurs liées à la compression de nerfs. Douleurs brèves et douleurs continues, est-ce que ça peut être peut-être des douleurs chroniques au final? Des douleurs brèves et intenses, ça peut être des douleurs neuropathiques. Ça peut être ce qu'on appelle des accès douloureux paroxystiques. Alors ça, c'est souvent dans les prises en charge de cancer. Ce sont des douleurs, des pics douloureux très brefs, très très intenses, qui durent déjà généralement pas très longtemps. Et c'est toujours quand la douleur de fond est bien traitée, mais il va y avoir hop, un pic douloureux. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle un accès douloureux paroxystique. Ça peut permettre de le tracer à ce niveau. La nuit, est-ce que la douleur a lieu la nuit? Donc ça peut être souvent des douleurs d'origine inflammatoire la nuit. Voilà. Et est-ce que ce sont des douleurs qui arrivent le matin au réveil? Là, ça va être des douleurs plutôt de déverrouillage. Et dernière partie de mon document, le retentissement. Est-ce que la douleur a des complications collatérales voilà, sur l'état général de la personne? Il faut surtout pas banaliser, ne pas les oublier. Donc du coup, est-ce qu'il y a une difficulté par rapport à l'appétit? Alors, une douleur au niveau de la bouche, ça peut être lié à une mycose, hein, et la personne du coup ne va pas manger. Donc bon, peut-être que si la personne nous dit je mange pas très bien tout ça, ça peut valoir le coup de regarder un petit peu de façon plus approfondie. Une personne qui reste au lit, du coup, s'expose à des complications de ce qu'on appelle le décubitus. C'est les complications de quand on reste allongé, quand on reste couché. Donc, ça entraîne aussi d'autres douleurs, du coup. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est la personne a mal, donc elle reste alitée. Et à l'étalité, elle va avoir d'autres douleurs. Ça peut être un enraidissement articulaire. Au bout d'un moment, du coup, ne plus bouger les articulations, ça va s'enraidir. Il peut y avoir des constipations, ça peut aller jusqu'à l'occlusion. Des rétentions urinaires. Alors un globe urinaire, ça peut faire très très mal. Et une personne qui reste allongée, qui ne bouge plus beaucoup ou autre, elle peut être exposée à des escarres aussi. Et là, qui va entraîner vraiment de douleurs beaucoup plus différentes et parfois plus intenses. Alors, dans la prise en charge des douleurs, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement non médicamenteux de la douleur. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond à tout ce qui peut être fait en dehors des médicaments. En termes de nous soignants, ce que je disais tout à l'heure, le plus important, c'est la relation qu'on va pouvoir établir avec la personne. Savoir si elle se sent suffisamment à l'aise pour pouvoir exprimer sa douleur. Des fois, ça peut être assez intime, ces douleurs. On n'ose pas en parler, on ne veut pas déranger ou autre. Donc du coup, la relation qu'on va mettre en place va être importante. Donc du coup, l'écoute va avoir toute son importance à ce niveau. Il va y avoir le toucher massage, pareil. Ça peut apporter un confort sur un corps qui est douloureux. Donc du coup, permettre des fois de se réconcilier avec ce corps. La thermothérapie, alors ça c'est application de chaud ou de froid, mais souvent c'est les petites bouillottes qu'on va mettre en place, ou les blocs bleus qu'on peut mettre au micro-ondes ou au congélateur. En fonction des types de douleurs, ça peut être intéressant. Le chaud plutôt sur les contractures musculaires, les arthroses, le dérouillage du matin. Le froid, c'est plutôt sur les douleurs traumatiques ou les inflammatoires. Les rhumatismes, ça va être intéressant. Bon, voilà, c'est les douleurs dentaires, les céphalées, voilà. Le chaud, le froid est intéressant, enfin sont intéressants. Le TENS, alors ça c'est l'électrostimulation. C'est souvent utilisé par les kinés, enfin c'est surtout utilisé par eux. En fait, c'est une électrode voilà, qu'on va mettre en fonction au niveau de la zone douloureuse ou voilà, c'est un petit peu à distance. Ces électrodes, en fait, par le petit courant électrique, hein, alors on n'est pas sur une électrocution, hein, c'est être vraiment quelque chose d'assez léger. Ça va permettre de court-circuiter en fait le trajet de la douleur. Donc du coup, au final, le message douleur ne remonte pas jusqu'au cerveau. C'est le but. Donc pour essayer de limiter la douleur.
Après, quand on est une personne douloureuse depuis longtemps, donc quand ça se chronicise, on peut avoir des répercussions d'ordre psychologique, hein. Donc c'est important de pouvoir faire appel à la psychologue et on ne pense pas toujours à appeler la psychologue face à des situations douloureuses. Voilà. Et la relaxation est intéressante, ainsi que la sophrologie, tout ce qui est des soins basés sur le corps en fait, et la relaxation. Mais alors nous au quotidien, le plus important c'est de favoriser le lever ou le changement de position. Une personne qui peut être levée, ben, il faut essayer de la lever, la stimuler à ça, parce que bon, ça, les complications de décubitus peuvent être dramatiques. On peut avoir une personne alitée parce qu'elle est douloureuse, va avoir des complications, des escarres, peut se gravitariser et mourir aussi lié à ça. Donc c'est dommage d'en arriver à là. Il faut essayer dans la mesure du possible de les lever, ou en tout cas de faire des changements de position pour limiter les répercussions à ce niveau. Utilisation de matériel adapté, que ce soit pour le coup, au lit avec un matelas spécifique si besoin, que ce soit matelas mémoire de position de forme ou à air. Utiliser le matériel adapté pour se lever, donc verticalisateur, lave-malade si besoin. Il faut prévenir les douleurs liées à un alitement prolongé. Donc, quand on fait la toilette d'un bras, par exemple, ne pas hésiter à faire bouger les articulations. Donc, alors, je ne sais pas si on le voit, faire bouger l'épaule, faire bouger le coude, faire bouger le poignet. Pareil au niveau de la jambe, faire bouger un petit peu la hanche, le genou, le pied. Pas longtemps, pas forcément besoin de faire de passer une demi-heure à ça, hein, c'est juste de quelques secondes. Ça va permettre en fait de mobiliser et éviter l'enraidissement articulaire. Bien sûr, les préventions d'escarres sont importantes. Le respect des positions antalgiques, alors c'est toujours un peu compliqué parce que les gens vont trouver des positions antalgiques. Le problème c'est que à force de garder dans ces positions, ils peuvent avoir des positions vicieuses. Donc il faut essayer de respecter dans la mesure du possible la position antalgique, mais tout en restant vigilant à ces positions vicieuses. Donc voilà, on va essayer de les stimuler différemment, les mobiliser aussi. Voilà. Et peut-être aussi essayer de traiter par médicament aussi en complément, ça peut aider. On va utiliser aussi des coussins de décharge, des coussins de positionnement, c'est les traversins qui permettent de caler dans le dos en trois quarts. Les arceaux de lit, important aussi, hein, parce que on ne pense pas toujours aux orteils, mais on peut avoir des escarres sur les bouts du pied à cause de du poids des couvertures. Donc voilà, tout ce qu'on peut mettre en matériel va être intéressant. Le choix des vêtements, pas toujours évident à domicile ou même en service, hein, parce qu'aux hirondelles c'est pareil. On fait avec le linge des usagers, mais des fois il n'est pas toujours adapté. Ça peut être du linge un peu serré, un peu étroit, parce qu'entre-temps ils ont pris du poids. La garde-robe n'a pas été changée et du coup on va se retrouver avec du linge compliqué à enfiler, des tissus assez rigides qui ne s'étirent pas. Donc au final on risque de créer des douleurs à ce niveau. Donc il faut faire attention à ça. La douleur, ben, en fait, il faut surtout en parler en équipe, hein. Donc, ne pas hésiter d'une part à échanger quand on est confronté à une situation, parce que émotionnellement, même en tant que soignant, c'est toujours compliqué de faire mal. Mais surtout, voilà, tracer et échanger en équipe pour éviter que les personnes qui passent après créent aussi ce type de douleur. Voilà. Une douleur, c'est le but, c'est d'essayer de pouvoir suivre un petit peu à ce niveau, évaluer, réévaluer à ce niveau des douleurs pour savoir mais si ça va mieux. Voilà, donc voilà en fait ce que j'avais à vous dire au niveau de la douleur. Et si besoin, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous interpeller, infirmier, si vous êtes confronté à des situations compliquées à évaluer. Même une personne qui est habituée à évaluer des douleurs par moments si compliquées, donc du coup si vous avez le moindre doute, il vaut mieux à ce niveau nous alerter plutôt que de banaliser tout ça. Allez, bon courage!